Bienvenue François Hollande, vous faites figure à tort ou à raison parce qu'on dit beaucoup de choses sur les sondages en ce moment de favoris de cette primaire. Première question, vous faites aussi figure, en tout cas c'était un peu votre credo de ce début de campagne, de celui qui incarne le réalisme, le sérieux en matière de finances publiques. Et puis il y a quelques jours, vous avez surpris en proposant l'embauche de 66 000 professeurs et enseignants pour compenser les pertes d'emploi depuis 2007. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes finalement, vous aussi, dans une surenchère électorale ? Mais je n'ai pas surpris puisque j'avais annoncé qu'il fallait être crédible et en même temps qu'il fallait avoir une grande espérance, une grande cause. Et pour ce qui me concerne, et dans cette campagne je ne changerai pas, ce sera la jeunesse. Parce que c'est l'enjeu. Parce que si nous ne faisons rien pour la génération qui vient, vous aurez ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est-à-dire des indignés ici, des mouvements qui se lèveront, parfois dans la violence. Je m'y refuse. Aujourd'hui, agir pour la jeunesse, c'est se préoccuper à la fois de l'avenir de nos enfants, mais aussi pour la croissance. Les pays qui réussissent le mieux dans la mondialisation sont ceux qui ont le niveau de qualification, de formation, d'éducation le plus élevé. Et puis ensuite, c'est un enjeu de citoyenneté. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que notre société, hélas, charrie de conflits, de discrimination, de ségrégation. Donc pour moi, c'est la priorité et ça sera la cause même de mon engagement. Fabien. Vous dites susciter une espérance, et puis en même temps, vous jouez beaucoup sur la crédibilité. On vient d'évoquer cette mesure que vous avez évaluée à 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. 2,5 milliards d'euros sur 5 ans, 500 millions par an. 500 millions d'euros Absolument. par an. Si vous voulez un ordre de grandeur, parce qu'il faut toujours avoir des ordres de grandeur. Au moment où je donnais cette proposition, Nicolas Sarkozy en faisait une autre. Oui, laquelle ? Ça ne vous aurait pas dû vous échapper, qui était sur les prisons, 30 000 places de prison pour son prochain quinquennat. Enfin, s'il fait un prochain quinquennat. Donc, ça représentait 3 milliards d'euros en investissement et 1 milliard d'euros en fonctionnement. Donc, vous voyez, nous sommes dans des ordres de grandeur. Il ne s'agit pas de comparer les pratiques des uns et des autres. Si vous voulez changer, il s'agit de comparer. Le moment venu, il s'agira de comparer. Mais alors, ces créations de postes dans l'éducation nationale, vous défendez aussi un contrat de génération qui consiste à embaucher un jeune dans une entreprise tout en gardant un senior et supprimer les charges. Vous allez en parler. Je vais en parler. Alors, moi, je ne parlerai que de la somme que j'ai lue. On l'évalue entre 8 et 10 milliards d'euros. Vous ne renoncez pas non plus aux propositions qui sont dans le projet socialiste. Là, à ce train-là, on a le sentiment qu'on explose la facture, qu'on n'est plus dans les rails de la politique rigoureuse. Nous ferons ce que les disponibilités de la croissance nous offriront. Ah, ça veut dire donc que tout ce programme-là, il est avec un point d'interrogation. C'est un devoir que de dire cette évidence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut soutenir la croissance. Elle ne sera pas là le premier jour. Il ne suffira pas de battre Nicolas Sarkozy pour que d'un seul coup, la crise s'efface, la croissance revienne. Donc, il va falloir prendre des mesures. J'y reviendrai. Plus de dépenses. Et parmi ces mesures, pas nécessairement, parmi ces mesures, vous savez que mon premier acte sera la réforme fiscale qui servira à la fois à redresser nos comptes publics et aussi à améliorer l'offre productive qui est indispensable si on veut redresser la compétitivité. Est-ce que cette réforme fiscale, alors, je vais quand même, elle sera plus longue qu'annoncée, parce que quand vous avez fait vos propositions... Parce que vous avez évoqué le contrat de génération, et comme c'est une grande idée que je veux mettre dans le débat, vous avez évoqué des chiffres, et je vous dirai comment c'est financé. Le contrat de génération, c'est de permettre que l'employeur qui va garder un senior, car nous sommes tous conscients de la nécessité d'avoir de l'emploi pour ceux qui sont obligés d'attendre l'âge de la retraite pour avoir une pension à un niveau correct, et qui sont généralement écartés du marché du travail vers 55 ans. Il faut savoir qu'il y a moins d'un salarié sur deux qui est au travail au-delà de 55 ans. Cet employeur qui va garder un senior dans son entreprise et qui va embaucher un jeune de moins de 25 ans avec un contrat à durée indéterminée, cet employeur-là ne paiera plus de cotisation sociale sur les 2 emplois. Ce qui va fédérer les générations, permettre la transmission d'expérience, et ça va donner à l'entreprise un dynamisme supplémentaire. Donc, ça fait 8 milliards. Ça fait 8 milliards. Je viens sur les 8 milliards. Voilà. Ça fait 8 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous dépensons 25 milliards d'exonération de cotisations sociales sur les bas salaires, et souvent sans contrepartie. Donc, moi, je ne dépenserai rien en plus.
Tout ce que j'annonce sera financé par des économies équivalentes. Attendez, un point important, Françoise, pardon. Si on vous a bien compris, François Hollande, et est-ce que c'est le cas, les 66 milliers de postes, par exemple, que vous souhaitez créer, sont soumis à conditions de croissance? Je n'ai pas parlé de 66 000, j'ai parlé de 60 000 d'abord. Donc le chiffre doit être précis, et de 12 000 par an. Vous avez remarqué que 5 x 12, ça fait 60. Si on a généralement suivi le socle commun de connaissances. Mais il y a quelquefois des lacunes. Donc, il y a 12 000 postes qui seront créés. Pourquoi j'ai dit ça? Vous dites... Et d'ailleurs, ça sera financé quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça se représente 500 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une destruction de postes dans l'éducation nationale depuis 2002 de 100 000. Pas simplement des postes de professeurs, tout poste. Surveillant, infirmière, psychologue, encadrant, donc tout poste. Moi j'ai dit qu'il n'est pas possible de laisser notre système d'éducation nationale dans l'état où il est aujourd'hui. J'ai une question sur la méthode, parce que tout le monde sait aussi qu'il faut un peu revoir le métier d'enseignant. C'est dit dans le projet socialiste, c'est même dit par vous. Il faudra peut-être allonger le temps de présence, il faudra peut-être faire du soutien individuel. Pourquoi vous ne faites pas du donnant-donnant? Pourquoi vous dites j'augmente les postes et puis après on verra ce qu'on fait? C'est ça la méthode Hollande, c'est l'État qui décide tout, il n'y a pas un contrat à passer avec les enseignants? J'ai dit qu'il y aurait une loi de programmation avec cet engagement de remettre à niveau notre éducation nationale, maternelle et notamment école primaire. Action pour ceux qui sont les plus en retard. Je n'oublie pas non plus les handicapés dans l'école qui ont été les maltraités du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je n'oublie pas non plus le premier cycle universitaire. Donc il y aura cette discussion. Il y aura, avec le monde éducatif dans toute sa diversité, il y aura des engagements qu'il faudra prendre les uns les autres. Une amélioration qualitative, des réformes qu'il faudra faire sur les rythmes scolaires. Ils ne sont pas bons aujourd'hui. Sur l'acquisition, justement, de ce socle de connaissances, sur la capacité que nous pourrons mettre pour accompagner les élèves qui sont les plus en difficulté pour le travail dans les établissements. Mais pourquoi précéder votre annonce? Mais parce que si vous n'envoyez pas de signes, si vous ne dites rien, si vous ne portez pas une grande espérance, si vous dites aux enseignants, écoutez, il n'y a rien à faire, on va vous laisser dans cette situation. Moi, j'ai visité les écoles. J'en ai visité beaucoup. J'ai entendu ce que m'ont dit des enseignants de RAZED qui ne peuvent plus agir pour les élèves en difficulté. J'ai vu des directrices d'écoles maternelles qui me disent qu'elles ne peuvent plus accepter des enfants à 2 ans, qui n'appellent maintenant plus que 10%. J'ai vu aussi des enseignants de collège qui me disent qu'ils ne peuvent pas accompagner les élèves lorsqu'ils ont des parcours plus difficiles que d'autres. J'ai vu ce qui se passe dans les zones et les quartiers difficiles où on laisse finalement une partie de notre jeunesse sortir du système scolaire sans aucune qualification. Donc sachez bien qu'il y a 150 000 jeunes, 150 000. Sur une génération qui fait à peu près 650 000. Qui sortent sans diplôme. Qui sortent sans diplôme, sans qualification, sans formation. Et pour un candidat à la présidence de la République, pour celui qui veut changer son pays, même dans ce contexte de crise, surtout dans ce contexte de crise, Fabien, il faudrait rien sur dire. une petite phrase qui est devenue célèbre. Oui, une petite phrase qui est devenue célèbre, mais qui est une anecdote, mais qui rejoint la politique fiscale, donc c'est pas si anecdotique que ça. C'était il y a exactement 5 ans. C'était sur France 2 d'ailleurs. Vous aviez déclaré « Je n'aime pas les riches ». Il y a 15 jours, aux universités d'été de La Rochelle, vous avez fait un discours en parlant des riches. Qu'ils nous attendent, nous arrivons. Je n'aime pas les riches. Est-ce que vous regrettez d'abord cette petite phrase? Je regrette d'avoir peut-être utilisé une formule trop rapide. Qu'est-ce que je voulais dire? Je n'aime pas la richesse insolente. Je n'aime pas les rémunérations indécentes. Je n'aime pas l'égoïsme d'une fraction de la population qui considère que son sort personnel l'emporte sous toute autre considération. Alors à l'époque, peut-être c'est l'occasion d'en parler, mais c'était pas c'est des rémunérations. Vous aviez même parlé de 4 000 euros. Non, attendez, vous confondez tout. C'était en 2006. Non, vous confondez tout. Non, je pense que ce que j'avais voulu dire, ça s'est vérifié. Pourquoi les Français sont dans cette situation d'indignation quand on voit les rémunérations qui sont octroyées dans les plus grands groupes? Quand il y a Nicolas Sarkozy qui fait une contribution exceptionnelle? À partir de quel niveau il prend la richesse? 500 000 euros par part. Et vous, par part, 1 million d'euros. Et on considère que ça va être que exceptionnel, c'est-à-dire limité dans le temps. Et vous, que feriez-vous alors? Que feriez-vous? Votre solution à vous Et moi, la solution, je l'ai proposée il y a déjà plusieurs mois. Et elle fait aujourd'hui consensus, et je ne m'en plains pas, à gauche. C'est la réforme fiscale, qui consistera à non pas inventer des prélèvements exceptionnels pour les plus fortunés. D'ailleurs, je veux en saluer quelques-uns. Il a fallu attendre le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour que les plus fortunés, les plus riches, disent quand même, ça suffit, taxez-nous, s'il vous plaît, vous nous avez accordé tant de cadeaux que ça devient insupportable, même pour eux. Vous vous rendez compte? Et alors donc, il y a une nécessité d'une réforme fiscale. Laquelle? Non pas pour spolier, non pas pour punir, non pas pour empêcher, mais au contraire, pour que dans la transparence, dans la simplification,
et dans la progressivité de l'impôt, il puisse y avoir un encouragement à l'initiative, au travail, au talent. Donc cette réforme, elle sera très simple. Monsieur Hollande. On fusionnera l'impôt sur le revenu et la CSG, avec le souci de prendre tous les revenus, revenus du travail, revenus du capital. Mais ma réforme fiscale ne s'arrête pas là. C'est aussi une réforme fiscale sur l'entreprise. Parce qu'il faut soutenir les entreprises qui investissent, et notamment celles qui réemploient les bénéfices pour l'investissement. On est sur votre carte blanche. Il faut aussi, François Hollande. mais tant pis pour la carte blanche, je ferai ce que j'ai à dire, parce que c'est trop important pour ceux qui nous écoutent. Je ferai aussi un soutien à l'innovation, un soutien aux PME. Et je ferai aussi en sorte que les entreprises françaises qui supportent la compétition internationale, vous avez vu un chiffre publié ce soir, qui est un record. Hélas, triste record. 75 milliards de déficit commercial. Nous n'avions jamais connu cette situation. Ça veut dire quoi, un déficit commercial de 75 milliards d'euros? C'est qu'on est obligé d'aller chercher des capitaux pour couvrir cette insuffisance. Ça veut dire qu'on n'est pas compétitif. Et qu'est-ce que je propose? Ça veut dire qu'une partie des cotisations qui sont sur le travail aujourd'hui, qui pénalisent l'embauche, qui pénalisent la compétitivité, eh bien, ces cotisations-là seront maintenant des cotisations écologiques et aussi des cotisations sur l'ensemble de la valeur ajoutée. Alors, il reste 1 minute 30 pour votre carte blanche, très bien. Vous augmenteriez la TVA? Je n'ai pas dit la TVA, c'est ce que veut faire la droite. J'ai dit l'ensemble des prélèvements sur l'ensemble de la richesse produite. Bien. Par les entreprises. Votre carte blanche, c'est le nucléaire. Vous avez souhaité parler du nucléaire. On va peut-être sortir de ce qui ressemble malgré tout à un flou. C'est-à-dire que vous avez dit il faut réduire la part du nucléaire dans l'électricité produite en France. Je crois que vous avez dit en gros, il faut passer de 80 ou 75% à 50%. Mais est-ce que, au fond de vous, votre conviction, c'est que la France devrait, à terme, dans peut-être 20, 25, 30 ans, peut-être plus, que la France devrait sortir purement et simplement du nucléaire? Votre conviction? Ma conviction, c'est que ce qui s'est passé à Fukushima a forcément des conséquences. Et qu'il faut assurer à nos concitoyens une sécurité absolue des centrales. Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas être le seul pays du monde à avoir autant d'électricité produite à partir du nucléaire. C'est 75% le chiffre. Nous sommes le seul pays à ce niveau. Et en même temps... L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Et en même temps, il faudra du temps. Parce que moi... Donc vous ne dites pas le mot, il faut sortir du nucléaire. Je dis les mots que j'emploie, pas les mots que les autres me susurrent. Jusque-là, tout va bien. Ben, jusque-là, tout va bien, mais il y a des engagements à prendre. Si je suis président de la République, ce qui est quand même le sens de ma démarche, ça ne vous a pas échappé. Donc si je suis président de la République, j'aurai des décisions à prendre pour le quinquennat qui engageront les autres années. Et donc j'ai dit très précisément, et je suis le seul à l'avoir fait, parce qu'il faut que les Français sachent, il y aura un débat, mais ça sera ma proposition. Il faut qu'on passe de 75% de production d'électricité de source nucléaire à 50% en 2025. Donc pas de sortie du nucléaire. Est-ce que vous pouvez écouter? C'est ce que ça veut dire. 50%, ça veut dire 50%. Voilà. Hein, donc pas de sortie du nucléaire. Que les 12 000. Voilà, on répond à cette question. Donc 50%, ça veut dire qu'on est en 2025 à une réduction de 25% de la part du nucléaire dans l'électricité. Je termine là-dessus. C'est exactement la même chose, la même intensité que ce que vont faire les Allemands qui vont passer, eux, dans la même période. Ils arrêtent, carrément. En 2022, il n'y aura plus... Monsieur Namias, ils arrêtent parce qu'ils sont à 22%. Oui. Et donc, ils vont passer de 22% à 0. Et nous passerons, si les Français me donnent leur confiance, de 75% à 50%. Ça sera mieux pour notre sécurité, ça sera mieux pour notre indépendance, ça sera mieux pour l'écologie. La cloche a sonné. Merci François Hollande. On vous laisse regagner votre loge. Et on a compris, donc pas de sortie du nucléaire, une réduction de 75 à 50. Si vous avez compris, eh bien, tout le monde a compris. Je crois que c'était bien de le clarifier. Il reste encore deux face à face.